Troisième vidéo aujourd'hui sur le syndrome d'abandon. J'ai fait déjà 2 vidéos précédentes à ce sujet-là. La première sur les origines du syndrome d'abandon, vous expliquer un petit peu comment il prend racine et où, et surtout, quelles sont les conséquences sur un enfant, un ado et à l'âge adulte. Je vous ai partagé mon expérience plutôt négative à ce sujet-là. C'est simplement pour sensibiliser, vous partager, malheureusement si vous vivez ça, de vous retrouver aussi dans cette situation-là, mais de pointer un petit peu du doigt ce qui n'a pas été fait, ce qui n'aurait pas dû être dit et les manquements pour, voir un petit peu les conséquences à l'âge adulte, ce que ça peut donner. Et la deuxième vidéo est beaucoup plus positive et c'était mon souhait aussi pour donner de l'espoir et vous faire part de la résilience, sur le fait que même si on a manqué de beaucoup de choses, on peut travailler sur soi si on le décide, on peut avancer si on le décide et j'insiste bien sur ce point-là parce que si quelqu'un, vous aide et que vous ne décidez pas et que vous faites rien, il va rien se passer. Donc il faut vraiment que ça vienne de soi-même pour pouvoir avancer et surpasser ça. Il ne faut pas non plus ignorer ce syndrome-là, ignorer nos failles, nos vulnérabilités et tout ce qui est négatif. Il faut justement en prendre conscience, essayer de l'apprivoiser pour pouvoir avancer. Bien souvent, pendant longtemps, on m'expliquait qu'il fallait peut-être mieux un peu entasser tout ça et avancer, mais sans faire de réel travail sur soi. Et ça, je pense que c'est très mauvais parce que ça revient forcément un jour ou l'autre, au moment où s'y attend le moins. Et quand c'est comme ça, c'est jamais le bon moment. Donc voilà, la deuxième vidéo est beaucoup plus positive. Je vous donne un petit peu des pistes pour guérir et avancer. Pour moi, on ne guérit jamais totalement de ça parce que c'est tellement ancré, en tout cas pour ma part, parce que c'est un abandon physique. Quand c'est un abandon ressenti et selon l'âge et selon les circonstances, effectivement, ça peut se guérir, mais ça dépend des situations. Et puis au-delà de tout ça, ça dépend aussi de la personnalité. C'est pas sans issue, il y a des solutions et il y a des choses pour faire avancer aussi. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alice et j'ai 32 ans, je suis auteure conférencière. J'ai sorti mon autobiographie en 2020 qui s'appelle De l'abandon à l'adoption, qui retrace mon témoignage d'abandon et d'adoption, vous l'aurez compris, et mes conférences donnent aussi sur ce sujet-là parce que je veux sensibiliser surtout sur l'abandon. J'ai effectivement fait la dissociation entre l'abandon de début, puis l'aventure de l'adoption, qui sont deux choses complètement différentes. L'abandon qui concerne que l'enfant et l'adoption qui concerne enfants et parents. C'est une distinction très très importante que j'ai mis des années à, à trouver. Et je pense que je ferai une autre vidéo sur ce sujet-là, juste sur ça, parce que en fait, quand on retrace le fil un petit peu de notre vie, je me dis effectivement, c'est deux choses séparées. Et ça permet de démêler un petit peu dans nos vies ce qui est du ressort de soi-même et ce qui est du ressort de l'adoption. Et même ce qui est du ressort de autre chose, en fait, qui n'a rien à voir parfois avec l'abandon de base et l'adoption. Dans cette vidéo, je vais plutôt parler des comportements, des symptômes un petit peu du syndrome d'abandon. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, moi c'était mon cas avant. Je cherchais des personnes qui avaient des comportements similaires aux miens. Si vous êtes à vouloir vous en sortir, regardez plutôt la vidéo précédente, mais regardez aussi celle-là, ça peut peut-être vous faire aussi du bien d'être entendu et reconnu. À une dernière conférence, il y a une petite qui est venue me voir en me remerciant juste du fait que mon livre existe et qu'elle s'est reconnue dedans et c'est tout. En fait, elle voulait juste ça. Donc ça m'a fait au cœur en fait de savoir que ça peut aider. Et cette vidéo, elle peut concerner aussi beaucoup de parents qui ont des enfants adoptés, des ados adoptés et qui sont en cours de processus d'adoption. Premier comportement, je dirais, c'est l'auto-sabotage, de se dévaloriser parce qu'on pense qu'on a été abandonné. En fait, on a été abandonné une fois. Donc la logique, je me mets dans mon cerveau et dans ce fonctionnement-là, la logique, c'est de se dire que de toute façon, à un moment donné, on va être à nouveau abandonné dans notre vie, que ce soit par un copain, par une amie, l'entourage familial, social, professionnel, peu importe. On s'est dit que de toute façon, comme on a été abandonné une fois, on va être réabandonné et qu'on n'est pas aimable au sens être aimé. Donc là, c'est très compliqué et je sais que c'est des ancrages, mais voilà, il faut essayer de déconstruire un petit peu les choses. Mais même aujourd'hui, c'est compliqué des fois de déconstruire ça quand ça a été implanté pendant des années dans nos têtes. Donc les comportements, ça va être soit les comportements d'évitement, d'éviter les situations où on s'attache trop parce que justement on a la peur d'être abandonné, ou alors à contrario, on va s'attacher à fond dans une relation amicale, sociale, professionnelle. À chaque fois, voilà, vous avez compris, ça se décline dans toutes les sphères de la vie. Et là, quand vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, une bonne relation,
vous allez tout faire pour que cette relation ne se termine pas et parfois à tort, parfois à raison, parfois, bah, comme les autres ne fonctionnent pas pareil que nous, c'est vrai que de d'initier les choses une fois, 2 fois, 3 fois, ça peut permettre à la relation qu'effectivement elle démarre et puis après ça peut se stabiliser. Par contre, quand c'est à tort, ça veut dire que vous êtes trop en demande d'une relation, que la relation en fait continue, sauf que la personne en face, soit elle a compris un petit peu votre fonctionnement et elle peut un peu vous faire tourner en rond et appuyer sur ces faiblesses-là. Donc là, on rentre dans une relation un petit peu pervers narcissique et toxique. Soit effectivement prendre des distances sans forcément dire pourquoi, voire partir sans rien dire. Ou alors, peut-être l'exprimer en disant: «Bah, tu trop après moi, t'es trop collante, t'es trop ci, t'es trop ça». Clairement, j'ai eu tous les cas de figure dans ma vie. Dans les petites écoles, c'était plutôt que je m'attachais sur la personne, à vouloir que la relation ne se termine jamais. Donc, je demandais souvent des preuves d'amitié, des preuves, mais c'est pas des grosses preuves, hein, c'est des preuves, de m'écrire, de me dire: «Bah, est-ce que tu m'apprécies? Oui, tu vois?» De poser des questions régulièrement. Mais c'est pas des preuves démesurées dans le sens, onéreux, cadeau, ce genre de choses, jamais. En tout cas, pas dans mon cas. Donc il y a eu ça, il y a eu une phase, après sur le plan amoureux. Après voilà, c'est bien plus tard, hein, mais c'est un petit peu aussi la même chose où, en fait, dès que je rencontrais quelqu'un, j'étais à fond et bah, je me suis rendu compte parce que personne me l'a dit, je l'ai un peu découvert moi-même via des vidéos justement de développement personnel où, effectivement, bah, j'étais trop en demande et démesurément par rapport à la personne en face. Donc il y en a qui en ont joué, ça a fait des relations toxiques sur des années, des années. Il y en a qui se sont effacés des radars, sans rien dire et il y en a qui, voilà, c'était une relation un petit peu, ni malsaine, ni complètement saine non plus. Enfin, c'était un entre-deux. Donc dans un cas comme dans l'autre, c'était pas du tout positif pour moi parce que j'étais en attente tout le temps, en attente tout le temps. Aujourd'hui, je pense être dans une relation saine. Malgré ça, j'ai toujours besoin alors maintenant, je suis plus passée au côté affectif, c'est plus le côté respect. Parce que pendant des années, je me suis, pas forcément respectée à ma juste valeur parce qu'aussi on m'a pas pris en compte à ma juste valeur dans le cercle proche, dans l'environnement proche et bah, ça fait que moi je me suis dévalorisée aussi. Quand on te casse et qu'on te rabaisse sur des années, quand on te dit que tu es bonne à rien, que tu n'y arriveras pas et que, parce que tu as raté tel et tel ou tel examen, bah, que tu vas de toute façon foirer ta vie. Forcément, ça présage rien de bon. Donc, sur des années, effectivement, moi, mon estime de moi et ma confiance en moi a considérablement baissé. C'est depuis vraiment 2 ans. Effectivement, je vois que j'ai complètement changé mon entourage, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. Les conférences m'ont fait rencontrer des personnes formidables à chaque fois et bienveillantes et je me suis dit: «En fait, c'est extraordinaire au début et finalement je me dis: «Non, en fait, c'est juste la normalité. C'est comme ça que les gens doivent te parler. C'est comme ça que les gens doivent t'appréhender. C'est en étant dans la bienveillance». Après tout le monde peut faire des erreurs, hein. Tout le monde a des moi, j'ai fait énormément d'erreurs dans ma vie aussi et c'est pour ça et puis je vous en parle parce que justement, il y a des comportements que j'ai eus, que j'aurais pas dû avoir et puis, alors soit vis-à-vis de moi, soit vis-à-vis des gens aussi, hein. Il y a certaines personnes où, je me dis: «Mince, j'aurais pas dû me comporter comme ça». J'aurais peut-être pas dû insister autant parce que, finalement, bah, la personne était dans son plein droit de moins me donner de nouvelles ou parce qu'elle était concentrée sur tel ou tel projet. Bah, moi, j'avais juste à attendre en fait et puis respecter son choix. Donc voilà, il y a un petit peu des 2. Dans les comportements, auto-sabotation, dévalorisation, manque de confiance en soi. Aussi la validation par les autres de ses décisions. Quand je prends une décision, ça dépend laquelle, souvent c'est plus affectif, émotionnel, ou même une décision professionnelle, ou voilà, peu importe. J'ai souvent besoin de la validation des autres. Et je ne parle pas forcément, il y a des décisions importantes de couple que forcément il faut que je consulte mon conjoint, mais il y a des décisions qui ne demandent pas forcément consultation de l'avis de d'autres personnes et je le fais quand même parce que j'ai besoin d'être sûre que ce que je fais, c'est bien. Alors ça peut partir d'un bon sentiment, mais parfois ça peut être trop aussi et je sais que ça peut parfois agacer autour de moi. Personne me l'a dit et je l'ai pas ressenti comme ça, hein, mais dans le sens inverse, ça peut effectivement être un peu pénible, de temps en temps quand on ressasse un petit peu les mêmes choses. Donc ça, c'est vrai. Alors je parle pas des sujets qui sont graves, hein, je parle des petites broutilles de la vie quotidienne.
Donc voilà, la validation par les autres. Ensuite, l'autre comportement, c'est, alors là, c'est plus à l'adolescence, mais les scarifications, là, je vais un peu dans les extrêmes, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Les idées noires, en fait, le fait de se renfermer, d'être isolé. Si vous êtes parent d'un ado et que vous voyez qu'il est dans l'agressivité, qu'il se renferme, qu'il a des comportements qui ne sont pas habituels, des choses comme ça peut vous alerter et vous dire: Là, il y a un truc qui va pas, il faut en parler». Si l'ado ne veut pas en parler, essayez de ne pas en parler, de respecter ça. Peut-être de faire des activités qui fait que, bah, tiens, ils vont se dire: «Bah, tiens, papa, maman, ils s'intéressent à moi et je sens, me titiller sur ce qui va pas». Parce que quand on est ado, des fois, on n'a pas envie de se confier à ses parents, on n'a pas envie de se confier, à quelqu'un d'autre. Et je sais qu'une fois, j'ai pas voulu me confier à mes parents. Ils m'ont dit: «Ouais, mais on est tes parents et tout». J'ai dit: «Beh, non, en fait, des fois, c'est plus simple de pas se confier à ses parents, à une tierce personne qu'à ses parents». Et en fait, ils l'ont pas compris. Donc voilà, j'ai juste arrêté d'en parler parce que dès que je voulais parler de mes émotions ou d'un truc qui n'allait pas, tout de suite, c'était pas entendu ou alors fallait filer droit sans forcément prendre le temps de parler du sujet en question. S'il vous plaît, si vous êtes parent, essayez de ne pas reproduire ce côté-là. Le comportement qui peut, se retracer par rapport au syndrome d'abandon, c'est aussi, les troubles du comportement alimentaire. J'en ai eu aussi des troubles du comportement alimentaire. J'ai été hyperphage pendant quelques années. Ce n'est pas de la boulimie, c'est complètement différent, c'est 2 choses différentes. Je ne connais pas la boulimie, je n'en ai pas eu, je n'ai pas souffert de ça, donc je ne serai pas la meilleure personne pour en parler. Donc je vous laisse aller consulter sur internet. Par contre, l'hyperphagie, je me suis auto-diagnostiquée toute seule et quand j'en ai parlé, elle m'avait dit, bah, que j'avais une mauvaise hygiène de vie en gros et puis que c'était à moi que c'était plus ou moins de ma faute, quoi. Alors, je lui ai expliqué, en fait, c'est moi qui lui ai expliqué que non, en fait, c'est pas une question d'hygiène de vie, que c'est une question de qui est plus profonde que ça. Donc elle a accepté effectivement qu'on aille voir une nutritionniste et quand on a vu une nutritionniste, elle a dit que le problème était plus dans la tête que dans l'assiette. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, pareil, je ferai une vidéo à ce sujet-là plus détaillée, de manière générale sur les addictions et aussi sur les troubles du comportement alimentaire. Mais ça, c'est un truc que vous pouvez retrouver aussi chez les personnes qui souffrent d'abandon. Pour faire rapide, je mangeais pour combler mes émotions, je mangeais dès que quelque chose n'allait pas sur le plan affectif. L'autre symptôme aussi, ça va être de se faire quitter avant de quitter quelqu'un. Ça, c'est un truc qu'on retrouve énormément dans les relations amoureuses, de saboter aussi ses relations. Parce qu'on a tellement peur, en plus dans les relations amoureuses, c'est une dimension qui est complètement différente que la relation amicale. Donc on va chercher des preuves en fait qui font que tiens, il a fait ça, donc il m'aime pas. Tiens, il a fait ça, donc il m'aime pas assez. Et on va lui dire toutes ces preuves en lui disant: t'as vu, tu m'aimes pas, donc je te quitte. Avant qu'il quitte, éventuellement. Peut-être qu'il n'aurait pas quitté si on n'avait pas fait ça. Ça m'est arrivé aussi. Et dans ma relation actuelle, dans les débuts où on était ensemble, ça fait 6 ans et demi qu'on est ensemble maintenant, il y a eu une phase au début de relation où effectivement, je cherchais les preuves qui fait que la personne, enfin mon conjoint, était sincère avec moi. Moi, les preuves vraiment que ça allait durer. Mais en fait, vous n'avez pas de preuves de ça, dans le sens que personne ne sait à l'avance les relations, si elles vont durer ou pas. En fait, on ne sait jamais. Les relations amicales, les relations, même dans les relations familiales, en fait. On ne sait pas si dans 5 ans, 5 mois même, on sera toujours en contact avec cette personne-là. Donc, essayez de prendre du recul et c'est à force un petit peu de se prendre des portes que, effectivement, on prend conscience de cette réalité-là et que ça devient un petit peu moins angoissant, qu'on arrive un petit peu à être autonome émotionnellement et que ça va mieux, qu'on prend du recul. Et c'est vrai que dans ma relation, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, je suis complètement sereine par rapport à ça. Je sais que en cas voilà, de mauvaise période, ça remet pas forcément en cause toute la relation et que c'est pas parce qu'on a un passage parfois qui peut être un peu plus compliqué que ça remet en cause toute la relation. Il faut vraiment qu'il y ait des choses qui soient graves ou qui soient ultra blessantes ou qui soient donc le fait d'être quitté avant d'être quitté, ça c'est un signe aussi qui peut vous alerter quand vous êtes dans une relation amoureuse. Si la personne en face de vous vous fait ce genre de discours, vous tient ce genre de discours, c'est probablement qu'elle a peur d'être abandonnée. Aussi la chose dans la relation amoureuse, mais ça je ferai peut-être une vidéo exprès consacrée à la relation amoureuse, c'est le fait que que la personne en fait elle veuille tout de suite et après se lasse. Ça peut rassurer peut-être au début de vouloir énormément de preuves d'engagement,
pour, pour être sûr que la personne va pas nous abandonner. Mais malheureusement, c'est un leurre parce qu'on le sait, c'est pas parce que vous êtes mariés avec des enfants, un chien, une maison que, ça peut pas s'arrêter demain. Voilà. Donc ça, c'est caractéristique des personnes qui ont peur d'être abandonnées, qui ont besoin de preuves et de sécurité affective et de sécurité aussi matérielle et peut-être juridique pour, moi, c'est du faux réconfort, mais ça, c'est il faut vraiment le vivre pour s'en rendre compte. Et aussi, quelqu'un qui veut trop s'engager tout de suite, il peut aussi se lasser par la suite et là, c'est pas bon. Il peut vouloir quelque chose tout de suite et puis finalement se rend compte que, bah, c'est pas exactement ça qu'il voulait. Donc c'est pour ça que parfois il faut prendre son temps. Cela n'exclut pas les relations qui vont vite et j'en fais partie avec mon conjoint. Les relations qui vont vite aussi parce qu'en 4 5 ans, il y a tout qui se fait, tout qui se construit, un enfant, une maison et cetera. Ça dépend de l'âge, auquel on s'est rencontrés, ça dépend de plein de choses. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu des comportements qui peuvent vous alerter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi c'est votre cas, si vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage qui est comme ça. Ça aidera, peut-être à que chacun identifie ces comportements-là et moi je vous dis à très bientôt.